Deuxième vidéo sur la notion de bijectivité et de bijection réciproque. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la bijection réciproque de la bijection réciproque, c'est-à-dire l'objet qui est noté ici, f-1, le tout puissance -1, où -1 signifie bijection réciproque, et pas inverse bien entendu. Donc l'énoncé est le suivant. Si jamais une fonction f est une bijection d'un ensemble i vers un ensemble j, alors f-1 existe certes d'après la définition, mais réalise aussi une bijection de j vers i. Et donc ça, c'est ce qu'on va démontrer. Et on en conclura bien évidemment que dans ce cas-là, la bijection réciproque de f-1, c'est à nouveau f, dans la mesure où f-1 fait le travail inverse de ce que fait f. Si on fait l'inverse du travail inverse de f, on va retomber sur le procédé qui définit f. Donc, on va prendre pour cela un élément x qui est dans i, fixé, et on va démontrer que x possède un unique antécédent par f-1, ce qui nous permettra donc de prouver que f-1 vérifie la définition d'une fonction bijective et que f-1 sera donc une bijection. Pourquoi on prend un élément x qui est dans i? Parce que je vous rappelle que l'application f-1 va de j vers i. Donc on prend un élément x de l'ensemble d'arrivée pour f-1 et le but c'est de prouver qu'il a un unique antécédent. Ça va se faire en deux temps, d'abord une analyse, ensuite une synthèse. L'analyse, classiquement, on pose que y est dans j un antécédent de x par f-1. Alors forcément, par définition, de f-1, x c'est f-1 de y. Et donc y, c'est f de x, au vu des relations qu'il existe entre f et f-1. Donc, si y est un antécédent, j'ai l'expression de y. Dans la mesure où tout élément x admet une unique image, cela prouve forcément que s'il existe, y est bien unique. Donc vous avez l'unicité. Maintenant la synthèse, qui revient en fait à prouver l'existence. Parce que là, on a trouvé des conditions nécessaires pour que y soit un potentiel antécédent. Maintenant, reste à vérifier que ce y-là est bien l'antécédent. Donc il suffit juste de calculer f-1 de y. Y, c'est f de x. Donc f-1 de y s'écrit comme f-1 de f de x, mais d'après la propriété précédente, f-1 de f d'un élément qui est dans i, c'est égal à cet élément x. Donc on a bien que f-1 de y est égal à x. Ainsi f-1 réalise bien une bijection de j vers i. Et donc, d'après ce qui précède, on a bien que la bijection réciproque de f-1, c'est bien l'application f, puisqu'elle est bijective, et forcément, sa bijection réciproque, c'est f. Voilà pour cette propriété. La propriété suivante, c'est une propriété graphique, donc, de la courbe d'une fonction et de sa bijection réciproque. Donc, si je la lis, on a donc une bijection f, et dans ce cas-là, on sait que les courbes de la fonction f et la courbe de la fonction f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x. Concernant la démonstration, je l'ai rédigée, je ne vais pas vous la lire, il s'agit juste en fait d'une démonstration qui fait passer d'un point de vue analytique calcul à un point de vue géométrique. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous la recopiez non plus dans votre cours, c'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment faire le tracé de f-1 si jamais vous avez la fonction f qui est déjà tracée. Par exemple, dans le graphique de gauche, je vous ai représenté la courbe d'équation y égale exponentielle x. J'espère que vous l'avez reconnu. J'ai aussi tracé la droite d'équation y égale à x, qui est donc la bisectrice des deux axes. Et vous voyez que on a du coup tracé la courbe de la fonction logarithme par symétrie par rapport à l'axe y égale x. Sur la courbe de droite, vous avez à nouveau deux tracés, vous avez la fonction carré, qui a x associé x au carré, et vous avez bien entendu sa bijection réciproque, la fonction racine sur r+. Donc là encore, vous voyez une parfaite symétrie. Donc c'est ça que je m'attends juste que vous reteniez, ce qui peut vous permettre d'extraire des informations sur f-1 graphiquement, connaissant des informations graphiques sur f. Et enfin, la dernière démonstration, qui est a priori celle que je vous demande de retenir le plus souvent, donc c'est celle qui va vous permettre de caractériser, de trouver une condition suffisante pour montrer qu'on a affaire à une bijection.
Donc c'est celle qui dans la pratique est le plus utile. Si jamais je prends une fonction f d'un ensemble i s'ouvrant un intervalle vers grand R. Si la fonction f est strictement monotone sur i, alors dans ce cas-là, f est une bijection de i, attention, pas vers un intervalle j quelconque, parce que tous les éléments de j n'auraient pas forcément un antécédent, mais vers un ensemble dans lequel on est sûr que tout élément admet un antécédent par f. Et cet ensemble, c'est l'ensemble de toutes les images f de i. Et là, on est sûr que les éléments auront bien un antécédent par f. Donc c'est une condition, comme je vous l'ai dit, qui est suffisante pour qu'on ait une bijection. Vous voyez que je ne parle nulle part de continuité, même si pour l'instant je n'ai fait que des courbes qui étaient des courbes de fonctions continues. On n'a pas nécessairement besoin de continuité pour avoir la notion de bijection. Alors la démonstration. On va supposer qu'on a une fonction f qui est donc strictement croissante et monotone. Bien entendu, je fais la démonstration avec croissante, mais je peux vous dire qu'elle est quasiment identique. Dans le cas décroissante, on aura juste à changer quelques inégalités. Donc, l'existence. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va montrer que tout y appartenant à f de i, l'ensemble des images, admet au moins un antécédent. Mais f de i, c'est l'ensemble des images. Donc, tout y appartenant à f de i, par définition, s'écrit sous la forme f de x avec x appartenant à i. Donc forcément, y admet au moins un antécédent par f. L'unicité, c'est autre chose. Et l'unicité de l'antécédent va venir de la stricte croissance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une démonstration par l'absurde. On va supposer qu'il existe un autre élément qui s'appelle x', différent de x, ça c'est important pour pouvoir appliquer la stricte monotonie. Ici la stricte croissance, telle que f de x' est égal à y. Donc c'est un second antécédent. Alors il y a un petit jeu d'écriture que parfois vous avez du mal à comprendre, mais qui est très utile. Quitte à échanger les noms, x' et x sont complètement différents, et j'ai choisi les noms arbitrairement, on peut toujours supposer qu'il y en a un des deux qui est plus petit, et on peut toujours dire qu'on va noter x le plus petit. Donc on va poser que x est toujours plus petit que x'. Si jamais c'était le contraire qui se passait, ben on échange le prime de place, c'est juste un jeu d'écriture. Comme la fonction f est strictement croissante sur i, alors quand je passe de l'inégalité sur x et x', nécessairement j'ai la même inégalité sur f de x et f de x'. Ceci est complètement absurde, parce que vous aviez d'une part f de x' est égal à y, et vous aviez d'autre part f de x égale à y, donc vous vous retrouvez avec y strictement inférieur à y, ce qui est absurde. Donc on en conclut forcément que pour tout y dans l'intervalle i, il existe exactement un antécédent, au moins un d'après l'existence, et je viens de prouver qu'il était unique. Cela prouve bien que f est une bijection, puisque tout élément de f de i admet un unique antécédent dans i. Et ce qui prouve donc qu'on a affaire à une bijection, et ce qui va vous permettre généralement de pouvoir prouver qu'une fonction est une bijection. Ce sera la stricte croissance via l'étude forcément de ces variations, et donc souvent de la dérivée si la fonction est dérivée. Et dans une prochaine vidéo, je vous explique comment le faire sur un exemple, et aussi quand c'est possible trouver l'expression de la bijection réciproque.